Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! C'est la rentrée pour About the Role et on se retrouve cette semaine avec un nouvel épisode autour d'un nouveau sujet. Je suis super contente de commencer cette rentrée avec mon invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Nada, fondatrice de l'application Vera, première application française de mode qui lutte contre le gaspillage vestimentaire. Dans cet épisode, Nada nous explique ce qui l'a poussée à créer sa société et l'application Vera. Une vision du travail qui pendant longtemps a été plus orientée autour de la nécessité de travailler que du plaisir et de l'épanouissement. Aujourd'hui, Nada est alignée avec ses valeurs, ses ambitions et tâche de créer un environnement sain pour les personnes qui rejoignent l'aventure Vera avec elle. Bonne écoute. Bonjour Nada. Bonjour Jalila. Bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté. C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur About the Role aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais je t'en prie. Comme je commence tout l'épisode pareil, je vais te demander du coup de te présenter et plus particulièrement de me dire ce que tu fais dans la vie. Ok, alors moi je m'appelle Nada Bargachi, je suis tout d'abord maman et puis accessoirement je suis entrepreneur. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton métier aujourd'hui ? De maman, d'entrepreneur. Les deux, parce que les deux sont des métiers. Ils sont très complémentaires. Ouais. Je pense qu'on va rester sur le côté entrepreneuriat. Ok. Et je pense que j'ai pas de leçons à donner sur le côté parentalité. Mais je peux peut-être un peu plus aider d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir une carrière, la carrière qu'elles souhaitent. Alors, mon métier aujourd'hui, c'est quoi ? Donc, je suis la fondatrice de l'application mobile Vera, qui est un dressing virtuel intelligent. Et aujourd'hui, je me considère être une chef d'entreprise. Ok. Je vais dire ça comme ça. Ça marche, merci. On y reviendra un peu plus tard. Tout d'abord, du coup, on va regarder sur qui tu étais un peu petite. Quelle idée tu te faisais du travail quand tu étais enfant ? C'était une occupation pour Ok. moi. Quand je voyais mon père partir, c'était vraiment, il partait travailler le travail. Donc, je voyais vraiment ça comme une occupation. Mon père, ça reste un exemple pour moi, et il a toujours aimé les différentes fonctions qu'il a eu à gérer, je vais dire ça comme ça. Et c'était un plaisir pour lui, et pour moi, la notion de plaisir dans le travail est vraiment importante, voire même primordiale. D'accord. Du coup, ça a un peu drivé ta carrière par la suite de prendre du plaisir dans ton travail. Ah oui, c'est une nécessité absolue. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu près de 10 ans d'expérience professionnelle en tant que salariée. Ça n'a pas toujours été facile. Parfois, j'y allais même en moonwalk, Ouais. à reculons. Je n'arrivais pas à accepter ce sort. Donc, je fais mon possible pour que dans la société que j'ai créée, déjà que moi je vienne le cœur léger et avec plaisir, et que l'ensemble des collaborateurs, ça soit le cas aussi pour eux. Ok, super intéressant, merci. Est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire petite ? Très sincèrement, pas spécialement. Lorsque j'étais petite, j'étais le genre de petite fille qui était très attirée par la créativité, en fait, j'étais tout le temps la chef de file pour créer des nouveaux concepts de jeux, pour avoir des nouvelles idées de jeux, des choses comme ça. Mais toutes les semaines, j'avais une nouvelle idée en tête
pour un nouveau métier, quoi. Une semaine, c'était je voulais être maîtresse. Le lendemain, c'était infirmière, etc., etc. Donc, non, j'avais pas d'idée hyper précise. En tous les cas, rien n'en sort aujourd'hui, enfin, d'une idée hyper précise. Toute ma vie, j'ai voulu être astronaute ou non, rien de ça. OK. Et du coup, par la suite, donc, tu as grandi, tu as fait des études et du coup, tu as commencé à travailler. Quel regard tu poses sur, du coup, la nada de ton début de carrière? Alors, très sincèrement, je n'ai pas eu énormément d'expérience, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle qui était, je vais dire, satisfaisante à mes yeux. Ça a toujours été très difficile pour moi. J'ai vraiment eu un seul job où je me suis sentie relativement bien. C'était mon premier poste où j'avais énormément de plaisir à me lever tous les matins et à grandir dans ce poste-là. Je sentais que j'étais sur la bonne voie, mais après ce premier poste, j'ai eu énormément de mal à trouver ma place. Et ça a été vraiment c'était une source de frustration pour moi, les différents postes que j'ai eus avant de créer en fait le poste de mes rêves, le poste idéal. Et du coup, comment tu as fait? Parce que, j'imagine, enfin voilà, dans ses débuts, c'est pas forcément évident de pas être totalement épanoui et en phase avec ce qu'on veut et qui on est. Comment tu as fait pour, gérer ces frustrations? Est-ce que, tu avais déjà en tête cette volonté de créer quelque chose par la suite et du coup on va dire, te défaire un peu du salariat et de créer ton poste idéal? Comment ça se passait dans ce cheminement? C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre, mais je savais en même temps que je n'irais pas si je n'avais pas la bonne idée euh, qui sortait de mes tripes, qui pourrait me faire aller de l'avant et me faire lever tous les matins avec la même conviction. Si je n'avais pas eu cette idée d'application mobile, celle-là en particulier, je pense pas que j'aurais entrepris. En tous les cas, je n'aurais jamais entrepris pour entreprendre. Ça, c'est sûr. Et puis, en ce qui concerne mes autres boulots, je me disais, parfois je me rassurais en me disant c'est qu'un taf, ça va passer, au pire, je change. Et c'est comme ça que j'ai traversé pratiquement 10 ans de salariat en me disant ça. OK, ouais, donc pendant une longue période quand même, tu étais, pas forcément, épanouie, dans tes postes. Donc tu as créé ta société, tu as créé cette application. Est-ce que tu peux, nous parler un peu plus de ce projet? Comment ça s'est déclenché et qu'est-ce qui a fait que là, tu étais sûre que tu avais, la bonne idée? Oh, ça a été le processus de plusieurs années en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une phase dans ma vie où j'étais en plein questionnement. À l'époque, j'étais en poste. J'avais un poste à responsabilité à l'international. J'étais à la tête du département international pour une marque d'accessoires de mode française D'accord. que j'ai déployée à l'international. Donc j'étais souvent entre Dubaï, Moscou, enfin bref, j'ai pas mal bougé grâce à ce poste. Et au même moment, j'avais repris mes études à l'Institut français de la mode pour faire un exécutif MBA. Et encore une fois, cet exécutif MBA était à l'international, donc c'était entre New York, Paris et Hong Kong. Donc pendant pratiquement 2 ans, j'ai pas touché terre. Et c'est en ayant cette vie tumultueuse, remplie de travail, sachant que, comme je te l'ai dit au début, je suis maman et à l'époque, le petit était encore très, très, très petit. Il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Oui, quand même. Et je t'assure, Jalila, mon principal souci, c'était quel temps il fait à Moscou, il faut que je prépare ma valise, qu'est-ce que j'ai comme fringues dans mon placard, quel temps il fait demain à Paris et comment je m'habille, quoi. Et puis, je me suis mise à chercher des applications de dressing, en fait. Moi, je voulais qu'on me dise quoi porter et comment faire mes valises. L'idée, à la base, c'était vraiment ça. Et à peu près au même moment, on avait un séminaire à New York
avec l'Institut français de la mode, et j'avais exposé cette idée lors de ce séminaire. Et on avait eu des échos vraiment positifs. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, l'écho que j'ai eu de cette idée d'application mobile était vraiment très positif. Et j'ai laissé concrètement dormir cette idée pendant pratiquement 2 ans, jusqu'à arriver à la fin de mon cursus à l'Institut français de la mode, à l'IFM, et il fallait que je présente un mémoire de fin d'études. Et moi, à l'époque, j'avais décidé de le faire sur la transformation digitale des marques de luxe. En fait, j'avais saisi cette opportunité pour en apprendre plus sur tout ce qui était digital, technique, technologique, parce que je ne venais pas du tout de ce monde-là, et c'était pour moi une opportunité d'apprendre plus. Et lorsque j'ai mis la tête dans ces sujets-là, qui étaient l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, Internet of Things, tous ces sujets-là, je me suis tout simplement rendu compte que la technologie dont j'avais besoin pour réaliser cette idée d'application mobile, non seulement existait, mais était complètement accessible. C'est à partir de ce moment-là, Jalila, que c'est le début de la fin pour moi. C'était à ce moment-là où j'ai commencé à ne plus dormir, à commencer malgré moi, à sketcher des fonctionnalités d'application à droite, à gauche pour matérialiser en fait cette idée qui me trottait depuis beaucoup trop longtemps déjà dans la tête. Ok, super intéressant. Qu'est-ce qui a fait que du coup, cette idée qui est sortie de ta créativité et puis de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que ça s'est concrétisé là concrètement sur une application? Donc j'imagine donc tu as rencontré la personne qui a pu ton binôme mais côté technologie, et comment ça s'est lancé? Écoute, à partir du moment où tu dors plus et tu ne fais que penser à ça, tu te dis, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que ce que j'ai en tête là, est-ce que je suis en train d'imaginer et comment je suis en train de le concevoir? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Il fallait vraiment qu'on réponde à ces questions parce que sinon j'allais concrètement devenir folle. Donc c'est là où j'ai commencé à chasser des gens notamment sur LinkedIn, des gens du monde de la tech, pour savoir si cette idée que j'avais en tête était faisable. Et c'est effectivement comme ça que j'ai rencontré mon associée Olivia Bress, qui m'a aidée à déployer cette première version d'application. Ok. Donc aujourd'hui, l'application, elle est disponible. Ça a pas mal bougé depuis que cette idée a émergé de ta tête. Il y a eu pas mal de choses. Quel challenge tu rencontres aujourd'hui sur ton nouveau poste de CEO et sur cette nouvelle société? Écoute, déjà, pour arriver aux problématiques que j'ai actuellement, pour en arriver là, j'ai eu 2 difficultés, je vais m'exprimer comme ça, principales. La première, on vient d'en parler plus ou moins, mais ça a été très compliqué pour moi de réunir une équipe tech autour de cette application mobile. Il ne faut pas oublier que la tech en général, c'est un métier très très masculin, et je t'assure, Jalila, lorsque tu exposes ton idée d'application mobile mode à des développeurs, je t'assure qu'ils regardent. Moi, je me souviens, je les voyais concrètement regarder la porte la plus proche pour pouvoir partir en courant le plus rapidement possible. Ça ne leur parle pas, donc ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc ça a été vraiment une première difficulté pour moi. La deuxième difficulté, ça a été pareil, l'investissement. Pourquoi je dis pareil? Parce que ça reste encore une fois un milieu très masculin, et lorsqu'on parle mode, vêtements à des investisseurs, la première réaction, c'est des fanfreluches. On parle de fanfreluches. Donc ça a été 2 difficultés majeures pour pouvoir accéder aux problématiques, parce qu'il y a toujours un problème. Et sincèrement, aujourd'hui, mon focus principal et mon challenge principal sur Vera, c'est le produit en lui-même. Comme je viens de te l'expliquer,
la première version de l'application telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai imaginé moi dans ma tête et que j'ai sorti comme ça, mais je n'ai jamais eu un point de vue professionnel sur le produit en lui-même. Et aujourd'hui, on est en train de faire un gros travail de fond et une toute nouvelle version de Vera verra le jour dès cet été. Ok, super intéressant. Tu parlais du fait d'être une femme dans un milieu masculin. Comment on se positionne, du coup, en tant que femme qui arrive avec son idée, en tant que CEO de sa société? Donc, tu disais effectivement, il y avait des challenges, mais est-ce que pour toi, voilà, c'était quelque chose, voilà, qui était déjà en toi sur l'aspect, enfin voilà, comment dire, les femmes dans le monde du travail, etc. Ou c'est quelque chose qui a dû encore plus émerger en toi ou qui s'est imposé? Comment ça se passe du coup dans, on va dire, dans ce domaine-là et dans cette position de femme? Très sincèrement, il est évident qu'en tant que femme, il faut travailler 2 fois plus dur pour pouvoir s'imposer et être pris au sérieux. Pour moi, ça a été indéniable. Donc, j'ai fait le nécessaire et je reviens de loin parce que encore une fois, je ne faisais pas partie du monde du digital. Je n'ai pas de track record en tant qu'entrepreneur. C'est ma première boîte. Donc, il a fallu vraiment que je travaille, que je fasse mes preuves. Donc, j'ai toujours fait ce qui me paraissait bon dans les intérêts de Vera. Et j'ai montré que j'étais capable de faire au mieux et surtout d'exécuter. C'est-à-dire que cette idée n'est plus à l'état d'idée, c'est aujourd'hui une entreprise qui vaut même plusieurs millions d'euros et qui, j'espère, sera, en tous les cas, je ferai tout pour, un succès et ça sera un service qui sera rendu et utilisé par, je vais m'exprimer comme ça, par des millions d'utilisateurs. Je te le souhaite, en tout cas. C'était important pour toi d'avoir, on va dire, un impact avec ton travail parce que là, aujourd'hui, avec l'application, ça permet, du coup, de se créer une tenue avec ce qu'on a déjà. Donc, il y a aussi ces questions de surconsommation et tout ce qu'on peut entendre et les différentes problématiques qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de tout ça. C'était important pour toi d'avoir ce type d'impact? Ah mais pour moi, c'était une condition sine qua non à la création de cette application mobile. D'ailleurs, je me suis beaucoup battue pour le faire valoir auprès d'investisseurs et garder cette feuille de route. J'ai eu plusieurs fois comme refus d'investissement, tout simplement parce que je n'ai jamais voulu rendre, par exemple, l'application payante, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un frein, une barrière à l'entrée pour les utilisateurs pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Et oui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie textile et je me suis rendu compte que je m'attelais à promouvoir la surconsommation alors qu'il y avait clairement un problème. Le problème est très simple, c'est que nous, les particuliers, on ne porte que 30% des vêtements que nous avons dans notre placard. La production textile a plus que doublé ces 15 dernières années. Donc, constat simple, si on met les 70% des vêtements dormants dans nos placards, on aura une meilleure optimisation de son tracing, on va moins avoir à acheter et on aura un impact responsable sur cette industrie. Et en plus de ça, ça fait du bien au porte-monnaie à la fin du mois. Bien sûr, et surtout, je pense que là aujourd'hui, maintenant, on en parle plus. C'est des choses, voilà, qui sur lesquelles on évoque plus, voilà, les différentes problématiques. Mais j'ai l'impression que mine de rien, il y a une sorte de d'éducation entre guillemets à faire parce que enfin voilà, si j'ai rien à mettre, je vais aller faire du shopping ou ce vêtement me va plus ou autre. Enfin, je trouve, moi en grandissant après, j'ai eu cette période où on m'a appris à faire avec ce que j'avais déjà dans mes tiroirs par ma famille, mais je trouve que ce qu'il y avait à la télé ou autre, ce qu'on pouvait voir, enfin voilà, l'information qui venait à nous, c'était vraiment tu as besoin de quelque chose, ça sera forcément à l'extérieur et pas forcément de se dire, voilà, je sais pas, par exemple, de penser
à utiliser tel vêtement, que ce soit aussi en été, mais aussi en hiver, ou voilà, ces réflexions-là qu'aujourd'hui on voit un peu plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on en parle effectivement un peu plus, mais avant ça, c'était presque même, enfin, c'était juste la solution pour s'habiller, c'était d'acheter. Exactement. Le fléau d'avoir des placards pleins à craquer, mais j'ai rien à mettre, il faut que ça s'arrête en fait. Et après, je comprends parce que, et moi, j'étais totalement comme ça. On ne sait plus ce qu'on a dans nos placards. On oublie qu'on achète des trucs. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à porter un top noir et à ressortir pratiquement le même top noir, encore avec l'étiquette de mon placard, là, je me dis, il faut arrêter. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience qu'à l'autre bout du monde, les gens meurent à cause de ça. Mais concrètement, hein, pour que nous puissions acheter des t-shirts à 5 €. Des enfants naissent avec des handicaps lourds à cause de la pollution, à cause de la pollution de l'eau. Enfin, je t'assure, Jalila, c'est effrayant ce qui se passe. Ah, bien sûr. Le désastre des travailleurs du textile, de la pollution que ça a, et de tout le côté néfaste de surconsommation, ça a des répercussions mais horribles sur nous les êtres humains et sur la planète en général. En fait, personne n'est gagnant dans cette histoire. Personne n'en ressort. Si, à part les industriels. Pardon. Oui. C'est pour ça que je dis, la réponse, ça viendra jamais des politiques, ça viendra jamais des industriels parce que c'est trop dans leur intérêt. Les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est nous les particuliers. Et aujourd'hui, on a imaginé ce produit Vera pour non seulement avoir un impact responsable, mais en plus de ça, avoir un service au quotidien. Et le service Vera est hyper ludique. C'est vraiment un produit sympa, truffé de technologie et qui est super facile d'utilisation. De ce que je comprends, c'était important pour toi, de faciliter l'accès à ton application, que ce soit en termes de, comme tu disais, de gratuité, mais aussi derrière l'accessibilité, etc., rentre ludique, parce que c'est quand même un sujet qui peut faire peur, qui peut être parfois culpabilisant selon les sites, parce que exemple, je sais pas, une famille avec très peu de moyens, on comprend totalement pourquoi ils vont se diriger vers des vêtements très peu chers ou autres, alors que, enfin voilà, c'est pas les mêmes cibles selon une personne qui a cette capacité, on va dire, financière de pouvoir amorcer un changement. Donc c'était important pour toi de rendre tout ça ludique Mais oui, et l'avantage avec Vera, c'est que même avec des tout petits vestiaires, pour des gens qui n'ont pas spécialement les moyens, c'est de pouvoir créer des nouvelles idées de tenue, de générer des nouvelles idées de tenue à travers Vera et avoir toujours la possibilité, l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Parfois, c'est tout bête, hein, mais on met toujours les mêmes associations de vêtements. Et on se dit parfois, bah tiens, je peux pas mettre ce pantalon parce que le haut que je mets avec, il est au sale. Mais c'est ridicule de penser comme ça. On se met des limites dans nos dressings et l'idée, c'est de venir de proposer des choses nouvelles, intéressantes, auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé. Et justement, un outil comme Vera prend totalement sa place là-dedans. En fait, qu'on ait un large dressing ou un petit dressing, c'est intéressant d'utilisation parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles choses et surtout que l'application a été conçue pour générer des idées de tenue en fonction de la météo et des occasions. Donc, c'est idéal. D'accord, effectivement, c'est super important que ce soit adapté à la météo, et surtout, je pense que ça permet, voilà, souvent le matin, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, et du coup, il y a cette possibilité d'avoir des choix. J'imagine, du coup, vous avez déjà dû avoir des retours. Comment le lancement de Vera a été pris, parce que c'est quand même novateur. Écoute, très, très sincèrement, moi j'ai été très surprise par l'accueil que nous ont fait les médias dans un premier temps. Oui, on a vraiment voulu mettre en place quelque chose
d'hors du commun pour servir les particuliers au quotidien. Moi, ma volonté depuis le début, c'est d'avoir ce service-là dans la poche. C'est comme si c'était un personal stylist ou même un personal shopper ou voilà, quelqu'un qui puisse nous aider dans la gestion et l'optimisation de notre placard au quotidien. Et pour ça, on a vraiment créé quelque chose de nouveau. Ok. Quand tu parles du coup de ce projet et de cette nouvelle activité, on te sent vraiment passionné et animé. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien sur du coup tes nouvelles fonctions et cette nouvelle activité? Moi, il y a quelque chose qui, en fait, avec cette nouvelle activité, j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Et la possibilité, en fait, de pouvoir passer, je sais pas moi, de la finance au juridique, au recrutement, aux produits, au développement d'applications, à la tech pure, enfin, avoir cette vision, en fait, d'ensemble, c'est vraiment quelque chose de hyper stimulant pour moi, dans la mesure où moi je vois l'entreprise et surtout ce type d'entreprise, applications mobiles, tech, etc. Je vois la gestion comme une gestion systémique et que le côté growth ne va pas sans le côté produit, le côté produit ne va pas sans le côté social media. Pour moi, tout est imbriqué et tout ça rend le tout complexe, mais hyper intéressant. Donc, pour moi, c'est une gymnastique intellectuelle au quotidien, quoi. J'ai l'impression d'être un chef d'orchestre. Ok. Et du coup, tu étais salariée pendant presque 10 ans, comme tu me le disais tout à l'heure. Comment s'est passé du coup ce changement, cette adaptation de ok, je suis salariée à maintenant je suis chef d'entreprise, j'ai ma société, tu as des salariés aussi. Comment ça s'est passé ce changement et comment tu le vis? En fait, très sincèrement, je n'imaginais pas tout ce que ça pouvait impliquer comme responsabilité. Ça, c'est la première chose. Mais très sincèrement, j'ai pas senti j'allais dire de changement. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un travail comme un autre. Mais celui-là implique beaucoup plus de responsabilité dans la mesure où j'ai pas envie de décevoir l'ensemble des collaborateurs avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai envie de leur donner la possibilité de s'épanouir dans leur activité professionnelle, de surtout pas vivre ce que moi j'ai pu vivre auparavant et surtout de pérenniser leur poste le plus longtemps possible. Ok. Tu disais tout à l'heure donc lors de tes précédentes expériences, tu voyageais beaucoup, tu as des postes à responsabilité donc prenants. Aujourd'hui, comment ça se passe avec du coup cet équilibre vie pro, vie privée? Parce que j'imagine tu as plus de responsabilités, c'est quelque chose de challengeant, mais effectivement c'est ta société aujourd'hui. Mais est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre que tu recherchais auparavant? Franchement, oui. J'ai pas du tout de mal à dire stop quand il faut dire stop. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Par exemple, chez Vera, il est interdit d'envoyer des emails tard le soir. C'est aussi simple que ça. On évite à tout prix. Enfin, c'est très très rare qu'on s'échange des WhatsApp, des emails, des SMS pendant les week-ends. Je considère qu'on travaille sur une application mode. On ne sauve pas des vies. Donc, je considère qu'il n'y a rien de spécialement urgent qui nécessiterait de déranger Bien sûr. un chacun en dehors des heures de travail. Donc, et ça, j'y tiens particulièrement, non seulement pour mon équilibre à moi, en plus de ça, je suis mère célibataire, mais aussi pour le bien-être de l'ensemble des collaborateurs de la boîte. C'est un truc sur lequel je suis complètement à cheval, quoi. Il faut vraiment, parfois on se contacte, mais pour se charrier pendant le week-end. Il y a ça on a. Ça y est. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu ne voulais pas que tes salariés vivent ce que toi tu as pu vivre. Est-ce que tu as des regrets par rapport à l'ensemble de ta carrière et est-ce que si oui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
Ah non, je j'ai pas de regrets. Au contraire, toutes les expériences que j'ai eues, toutes les expériences professionnelles précédentes m'ont permis de mettre en exergue ce qu'il ne fallait pas faire, tout simplement. Ça t'a construit. Ah mais carrément, je sais exactement ce qu'il faut faire de ce qu'il faut pas faire. Et si j'avais pas eu cette expérience-là, peut-être que je ferais pas les choses de la même manière. Peut-être pas du tout. Non, non, je suis contente de les avoir vécues. J'ai vraiment cette sensation profonde, que ça soit avec mon parcours académique ou avec l'ensemble de mes expériences professionnelles précédentes, que tout ce que j'ai pu faire avant, c'était pour mieux me construire pour cette activité-là d'aujourd'hui. Et chaque fois, ça a été une leçon apprise. Donc non, je suis contente d'avoir appris les leçons en temps et en heure pour qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens prête, tout simplement. Oui, et puis au final, tu avances plus vite parce que tu as appris de ce que tu as pu vivre. Et du coup, effectivement, tu avances en conséquence. En parlant Exact. d'avancer, bon, je sais que c'est assez dur parfois de se projeter, mais comment tu vois évoluer du coup ton poste? Tu me disais que tu apprenais chaque jour, que ça évoluait aussi en fonction de la société, mais comment tu le vois évoluer? Est-ce que toi, tu as envie qu'il évolue d'une certaine manière? Pas spécialement. Très sincèrement, parfois j'ai l'impression que c'est non, pas j'ai l'impression, c'est l'activité qui crée en fait mon poste, tout simplement. Et moi, je dois être à la hauteur de cette activité-là. Vera, il y a la société il y a 3 ans aujourd'hui et dans 3 ans n'est pas la même. Et je pense très sincèrement d'ailleurs que aujourd'hui je me sens à la hauteur. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, je me sentirai toujours être à la hauteur du poste de CEO? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment le poste va évoluer. Et si ça se trouve, j'aurai besoin de d'autres compétences que je n'aurais peut-être pas spécialement acquis ces dernières années. Et je pense qu'il y a 3 profils en fait. Il y a l'entrepreneur qui a une idée, l'entrepreneur qui a une idée qui arrive à l'exécuter, et il y a l'entrepreneur qui a une idée qui arrive à l'exécuter, qui arrive à la pérenniser. Et je pense que ça peut ne pas être la même personne. Ça peut vraiment ne pas être la même personne. Donc, est-ce que dans 15 ans, je pourrais encore la pérenniser? Je ne sais pas. Mais au final, tu nous disais que petite, tu avais toujours, voilà, tu étais celle qui était pleine de créativité, qui lidait un peu. Et au final, ça s'est un peu concrétisé, même totalement concrétisé aujourd'hui, parce que tu as créé quelque chose, tu leads une société. Donc au final, tu t'étais pas trop trompée sur ce que, sur ce qui te plaisait. Tu viens de me faire économiser une séance chez le psy. Je m'en étais jamais vraiment aperçue. Ouais, je pense que ouais, l'ensemble des collaborateurs, c'est ma bande de potes avec lesquels on joue au quotidien. Et j'espère que l'amusement va durer le plus longtemps possible. Ouais, on va dire ça comme ça. Bah, écoute, je te le souhaite. Pour terminer, j'aimerais savoir, voilà, je t'ai demandé du coup en début de cet épisode ta vision du travail petite. Elle est comment ta vision du travail aujourd'hui? Et ben en fait, c'est exactement la phrase que je viens de dire. C'est exactement ça. En allant plus loin, je pense que le plus important, c'est ne pas se prendre au sérieux. Le piège, c'est ça, c'est de se prendre son rôle au sérieux. Et là, on commence à se faire un peu des nœuds au cerveau, et c'est là que ça foire. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux, de prendre les meilleures décisions possibles avec le niveau d'information que j'ai à chaque fois, parce que il peut varier d'un état à un autre, mais c'est ça ma vision du travail aujourd'hui, c'est vraiment faire du mieux possible et n'avoir aucun regret. Voilà, moi tant que je dors bien la nuit, ça veut dire que tout va bien, que j'ai pas trop mal géré. Ok. Et effectivement, corrige-moi si je me trompe, mais même si, voilà, t'as toujours et tu es toujours à fond dans ce que tu fais, tu es très impliqué, tu as des objectifs, etc. Mais tu gardes en tête le fait que ça reste qu'un travail, que c'est pas la vie en général
et qui a ce besoin du coup de aussi s'épanouir à côté et cette nécessité au final de couper. Ah mais c'est primordial. C'est primordial parce que ça peut rapidement prendre le dessus et nous bouffer. Moi, je suis vraiment hyper chanceuse d'être maman parce que je suis obligée quelque part de prendre ce temps off. Je suis dans l'obligation de. Est-ce que si je n'avais pas mon fils, est-ce que si je n'avais pas eu le vécu, mon précédent vécu avec mes précédentes expériences professionnelles, peut-être que je n'aurais pas le même son de cloche aujourd'hui, mais mon passé avec le fait d'être maman aujourd'hui, je sais que c'est nécessaire, c'est obligatoire et que il est impossible de faire autrement. Ok, ça marche. En tout cas, c'est sur cette phrase qui je pense, est super importante qu'on va terminer cet enregistrement. Nada, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était un pur plaisir de parler de ton parcours et de Vera. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de la suite de Vera, potentiellement si tu peux en parler des prochaines actualités? Oui, alors une toute nouvelle version de l'application va voir le jour dès cet été. Ok. Donc ça, c'est le premier moment phare. Donc voilà, donc ça reste notre actualité la plus chaude du moment. J'imagine. Ok. Eh ben écoute, en tout cas merci. On peut te retrouver du coup via ton LinkedIn. J'ai vu que tu postais souvent certains posts sur de nombreux sujets et puis bien évidemment on peut retrouver l'application et puis sur vos différents réseaux sociaux. Donc je mettrai tous les liens pour qu'on puisse du coup retrouver Vera et son univers. En tout cas merci pour ton temps. Et je te souhaite une très bonne continuation et beaucoup de réussite à Vera. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi et encore merci beaucoup pour l'invitation. C'était très agréable d'échanger avec toi, Jalila. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est partagé. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Nada et l'application Vera. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast @obadtherole et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obad the Role. Prenez soin de vous et à très vite.